Bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, qui suis-je? Je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et je suis de l'Ouest Cameroun. Alors, aujourd'hui, je vais partager un peu par rapport à ma vie afin qu'on puisse mieux se connaître. Donc, je suis née à l'Ouest Cameroun dans une famille polygamique. Mon papa avait 4 femmes et ma maman était la 3e. Donc, on était nombreux. Et à chaque fois, c'est chaque maman qui devait se battre pour s'occuper de ses enfants. Donc, une fois que mon papa payait la pension, l'école, le reste des choses, c'est-à-dire les fournitures, les vêtements et tout le reste, c'est chaque femme qui devait s'occuper et se débrouiller pour ses enfants. Donc, du coup, nous, on a rapidement compris qu'on devait faire quelque chose. Donc, on a commencé très jeune, dès le bas âge, à vendre, à faire le commerce. Donc, il y avait des moments où je partais à l'école, j'achetais des bonbons dans les petits sachets. Les paquets, à l'époque, ça pouvait coûter 200. Et 200, à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent. Donc, à chaque fois, on devait acheter les petits paquets de bonbons ou des biscuits aussi, aller à l'école et à chaque fois, vendre ça pendant les pauses. Et pendant les vacances également, on devait aller dans les villages voisins, acheter la canne à sucre et revenir vendre ça au quartier parce qu'on avait un petit carrefour au quartier où on devait, c'était un peu comme un petit marché. Donc, les gens se regroupaient, surtout les vacances, on se regroupait là-bas. Il y avait, les gens venaient jouer, il y avait un terrain de foot, il y avait, en fait, c'était un peu comme un petit marché. Donc, on se retrouvait là-bas pendant les vacances. On faisait des petits commerces. Parfois, on faisait même des beignets. On cotisait tout ça et à la fin, on devait aider nos mamans. On devait contribuer. On devait contribuer pour la rentrée scolaire, pour acheter des fournitures et bien d'autres choses. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi. Et, on était pauvres, mais on ne savait même pas qu'on était pauvres. On croyait que c'était normal. Tout le postulat, on savait que c'était normal parce qu'on ne voyait pas mieux à côté. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi. Et moi, malheureusement, mon papa, il meurt quand j'étais en classe de 3e. Donc, quand il meurt, quand je suis en classe de 3e, c'était un bouleversement total. Parce que je me souvenais quand j'étais encore, quand il était là, à chaque fois, il m'appelait toujours, tu es mon ministre, tu vas aller à l'école et tout et tout. Donc, quand il meurt, je vois directement mon rêve se briser. Et c'était dur, c'était vraiment très dur. Et 2 ans plus tard, j'ai arrêté l'école parce qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait plus de moyens pour continuer. À l'époque, je vais dire à l'époque parce que les gens disaient non, les filles, il faut aller se marier et tout et tout. Donc, finalement, j'ai abandonné l'école. Et peu de temps après, je me suis mariée. Donc, quand je me suis mariée, j'ai quand même eu mon BPC. Donc, j'ai eu mon BPC la même année. Et j'ai fait encore 1 à 2 ans. Et puis, je me suis mariée. Donc, quand je me marie, mon mari a voulu que je continue l'école. Et ce que j'ai fait, j'ai continué. Mais je n'arrivais pas à arriver à concevoir ménage et école. Donc, c'était, je ne m'y mettais pas à fond. Donc, jusqu'en classe de terminale et je me suis arrêtée là-bas. Je n'ai même pas eu le bac. Donc, tout s'est arrêté. Je me suis consacrée directement au mariage. Mais pendant tout ce temps, tout ce qui m'est tombé dessus, tout ce que j'ai traversé pendant cette période de temps, pendant mon enfance là, à chaque fois, ça me revenait toujours à l'esprit et je me disais, et si moi je me trouvais dans la situation où j'ai vu ma maman, sans rien, sans support et tout, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je fais? Donc, mes enfants devraient subir le même sort que ce que j'ai subi. Donc, ça me taraudait vraiment l'esprit à chaque fois. Et je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que je me décide de faire quelque chose. Parce que c'était déjà dans le sang. On connaissait déjà comment gagner de l'argent. Même si ce n'était pas aussi des sommes consistantes, mais on faisait avec. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de commencer à vendre du pain haricot en route. Dans mon mariage, bien sûr. Donc, j'ai commencé à vendre du pain et pour avoir un peu d'argent parce que dans ma tête, je me disais non, je dois faire quelque chose. Bien que je ne savais pas quoi faire exactement, mais je me disais, je dois faire quelque chose. Donc, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à vendre du pain haricot. Et
Et moi, je me rendais compte que l'argent que j'ai gagné bien sûr, mais ça ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'était pas... Je pouvais imaginer, je me posais des questions, mais et si je dois même payer l'école d'un enfant? Est-ce que cet argent, est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que ça peut faire quelque chose? Donc, après plusieurs interrogations, je voyais que non, c'était bien de faire ça, mais ça ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, un jour, à l'époque, mon mari avait un garage et je le voyais toujours avec les cartes de visite. Et chaque fois quand je voyais ces cartes de visite, j'imaginais un peu comment est-ce qu'on peut faire et avoir une carte de visite avec les écrits et tout sur ça. Donc, ça m'impressionnait beaucoup. Et un jour, je suis assise devant la télé et je vois une publicité d'une école qui formait les gens. Et ce qui était bien, c'est que dans la publicité, on disait que ça, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme et tout et tout. Et donc, j'ai pris l'adresse et j'ai commencé à me renseigner parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc, j'ai commencé j'ai suivi la publicité là plusieurs fois parce que ça défilait en bande là pendant les séries. Et je me suis renseignée et j'ai trouvé des gens qui m'ont orienté. Et finalement, puisque l'école était à Yaoundé et moi j'étais à Douala, mais je tenais vraiment à faire ça, à apprendre. Parce que dans la publicité, on disait que dans l'école, on peut se former, on peut faire des créations, on peut faire des flyers, des supports publicitaires en tout cas. Donc, c'est comme ça que je me renseigne et on m'oriente vers un monsieur qui était un beau-frère de la famille. Et je me suis mise en contact avec lui et j'ai commencé à apprendre l'infographie avec lui. Donc, j'ai fait quelques mois avec lui, ça n'allait pas, ce n'était pas ce que je m'attendais. En tout cas, je n'avais pas le résultat escompté. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvée, puisque entre-temps, ma belle-sœur aussi, j'avais une belle-sœur aussi qui était dans le même domaine et il avait aussi sa boutique, son bureau. Et donc, ça n'allait pas avec le monsieur et finalement, on s'est séparés. Donc, quand on s'est séparés, je suis partie voir ma belle-sœur et elle m'a accordé de continuer la formation avec elle. Donc, Caro, si tu m'écoutes, énormément merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Parce que grâce à ça, j'ai découvert d'autres opportunités. Donc, merci grandement, merci. Donc, quand j'ai récupéré son shop, on s'est arrangé et je devais payer, la somme qu'on devrait donner. En tout cas, on a payé ça petit à petit jusqu'à éponger la dette. Donc, c'est comme ça que je commence à me mettre à mon propre compte à l'époque là. Donc, à l'époque, on devait faire, je faisais les saisies, on faisait des saisies, des conceptions graphiques et tout, les supports de communication, c'est-à-dire cartes de visite, flyers, des journaux d'entreprise également, c'est ça qu'on faisait. Donc, quand j'ai pris le shop, c'était dur au début, mais dans ma tête, je ne voulais pas abandonner. C'était la seule option où je pouvais m'accrocher pour réaliser quelque chose. Donc, je me suis accrochée et j'ai dit, ici, même qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois réussir. Donc, c'était ça dans ma tête. Donc, je ne voulais même pas voir les challenges devant moi. Quel que soit ce qui se présentait devant moi, j'étais prête à affronter tout. Parce que l'opportunité était là et je ne voulais pas abandonner. C'est comme ça que mon mari aussi, il voyait mon engouement et il m'a supporté. Donc, je lui dis vraiment merci également parce qu'il m'a toujours supporté, il m'a toujours encouragé de faire tout ce que je fais. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Donc, quand je prends le shop, je me souviens qu'à l'époque, même quand je travaillais encore avec ma belle-sœur, il y avait, pour ceux qui sont à Douala, dans les années c'était en 2006 jusqu'à peut-être 2015, quand je laisse l'imprimerie, ils étaient toujours là, la maison Xerox, vers le port autonome de Douala. Donc c'est là-bas que tout le monde allait s'aligner pour imprimer. Donc tu pouvais avoir un travail, tu as peut-être même 10 feuilles seulement, 10 feuilles, ou bien même une feuille de carte de visite que tu veux imprimer. Tu vas aller là-bas, passer toute la journée là-bas, toute la matinée pour t'aligner parce qu'il y avait tellement de clients là-bas. Donc, au fil du temps, je m'aligne et puis
Dans ma tête, ça, j'imaginais que, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi souffrir comme ça? Pourquoi je dois venir ici m'aligner, perdre le temps comme ça? Je peux faire autre chose avec le temps, avec ce temps-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir et j'en parlais à mon mari. Je lui dis que, ben, l'affaire, est-ce qu'on ne peut pas un peu expérimenter pour voir ce que ça va donner? Parce que à l'époque, c'était les seuls qui imprimaient et c'est les seuls qui avaient ces imprimantes-là. Donc, on a réfléchi et après réflexion, on a trouvé qu'on pouvait aller parce que, bon, on était aussi bien avec les techniciens qui étaient là-bas. Et donc, parfois, parfois, on les confiait même nos travaux. Quand ils imprimaient, ils nous appelaient et puis on devait venir chercher parce que ça prenait tellement de temps. Donc, c'est comme ça qu'un jour, on a essayé de causer avec l'un des techniciens pour voir si c'était possible de prendre une machine. Et c'était favorable, la conversation était favorable et on a décidé de prendre une machine. Donc, quand on a décidé de prendre une machine, une imprimante, il n'y avait pas l'argent suffisant parce qu'à l'époque, c'était cher. C'était la machine en elle-même, elle coûtait 4 millions et avec les intérêts, les taxes et tout, ça devait être plus. Donc, c'est comme ça qu'on s'est battu et on a pris la machine à 5 millions. On s'est retourné vers une banque puisqu'on avait aussi une relation là-bas. Vous savez que même pour prêter de l'argent dans les banques, là, c'est pas évident. C'est comme ça qu'on a fait le prêt d'argent pour acheter la première machine. Oh my God. Quand on a acheté la première machine, en tout cas, on était les premières personnes à oser acheter cette machine. Et quand les gens ont su, en fait, je n'ai même pas fait de publicité. Quand les gens ont su qu'il y avait un autre endroit pour imprimer comme devait un peu désengorger l'autre côté là, ça a fait un boom, la première machine. Donc, c'était devenu, je ne dormais même plus chez moi. Je pouvais sortir à 7 h, j'étais au bureau. Et je rentrais parfois à 20 h. Parfois, je dormais même, je vous assure, je dormais même au bureau. Je dormais au bureau pour rentrer à 5 h, me laver, me changer. Tellement c'était intense. C'était intense. Et quand j'ai vu ça, l'énergie de ça, j'ai compris que l'affaire là, ça pouvait aller quelque part. Donc, c'est comme ça qu'en 2 mois, je crois que c'est même moins de 2 mois, on a remboursé l'argent à la banque. On a repris notre deuxième machine parce que les gens venaient de partout. Les gens venaient s'aligner. À 7 h, les gens m'attendaient devant le bureau. Madame, tu es où? On est déjà là. C'est comme ça que c'est parti. Donc, ça a tellement... C'était fort. Donc, ça m'a encore donné beaucoup d'énergie. On a pris la deuxième machine. On a travaillé. Tout s'est passé très bien. Et quand on a quand on a cotisé encore une somme d'argent, je crois que ça devait être dans entre 10-15 millions et on a projeté de payer une machine grand format, donc les machines qui devaient imprimer les 4x4. Donc c'est comme ça que on nous a conseillé, en tout cas on nous a orienté vers un monsieur qui, soi-disant, la personne disait qu'il s'y connaît dans le domaine et que lui-même, il faisait également les mêmes travaux, mais avec les petites machines. Donc, c'est comme ça qu'on s'est confié à lui. Il nous met en confiance que voilà, on va commander la machine en Chine et il va installer et tout et tout. Donc, en fait, on a fait confiance. On lui a fait confiance et puis, on s'est arrangé avec lui et on a commandé la machine. Donc, quand on commande la machine est arrivée. Et sans nous avoir installé, on a fini le recette d'argent. Quand on finit le recette d'argent, au départ, il était supposé faire l'installation de la machine lui-même. Donc, quand la machine arrive, c'est là, il tourne. La machine n'est pas installée. Une semaine passe, 2 semaines passent. Et un jour, il nous envoie un monsieur. C'était un jeune homme, que c'est un technicien, il s'y connaît, c'est son domaine. Et il va nous aider à installer la machine. On a fait confiance parce que, bon, ça venait de... On se disait que c'était un professionnel. C'est comme ça que on fait confiance au monsieur et il envoie un gars qui vient, soi-disant technicien, et on lui a confié la machine. Quand il commence à installer la machine, le premier jour, il a commencé. Le deuxième jour, il vient, il a tout fait. Et au moment de tester, nous, on n'a même pas... Moi, je ne m'y connais pas. Mon mari aussi ne s'y connaît pas.
Donc, quand il a... j'ai dit, ça dit, le premier jour qu'on met la machine en marche, ça a foiré. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais le premier test qu'il devait faire, il a lancé le test. Et un bruit assourdissant, je ne sais pas. J'étais dans mon bureau quand il a lancé le test là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai seulement ressenti le bruit. Et ça m'a fait bizarre. Je suis sortie, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ce bruit-là? Je dis que non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il avait foutu la tête de la machine en l'air. Et vous savez, les grosses imprimantes, les machines, la tête, en fait, la tête, c'est la pièce maîtresse de cette imprimante-là. Donc, si la tête est gâtée, le reste, là, ça ne sert à rien. C'est comme ça que la machine est partie. Il a tourné. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Le temps ne faisait que passer. Il n'a pas pu installer la machine. Non seulement il n'a pas pu, mais il a foiré la tête. Voilà encore les problèmes qui commencent. Donc, on a appelé les Chinois qui avaient vendu la machine. Ils nous ont dit, bon, envoyez la tête, on va vérifier si c'est bien et tout. Il a enlevé la tête. On a envoyé la tête en Chine à 3 reprises. C'est-à-dire, on donne, il nous renvoie, on part tester, ça ne donne pas. Et à chaque fois, on devait payer DHL. Je vous en prie, on devait payer DHL presque 400 000 parce que c'était express. Aller et retour. Et les trois fois, c'était même comme si c'était la même tête qu'on nous renvoyait à chaque fois. Et on voyait qu'on était encore en train de dépenser dans une machine de près de 15 millions. Et chaque fois, on doit acheter, on doit envoyer la tête, payer les frais de DHL et tout. Quand on a envoyé ça, 3e fois, on a dit que non, l'affaire, si ça ne donne pas, on abandonne. C'est comme ça. C'est comme ça que la machine est partie dans l'eau. Et puis, on a abandonné, on a laissé. Donc, quand on a laissé ça, presque 2 mois après, on s'est battu. On a encore réuni une somme. On est parti voir la banque cette fois-là. Et ils nous ont financé. On a eu une bonne machine de marque japonaise qui était très bien. Et on a commencé avec, on a continué avec et c'était ça s'est plutôt bien passé. C'était toujours la même chose, même engouement. Les gens aimaient notre qualité d'impression parce que c'était vraiment la qualité. Donc, c'est comme ça qu'on ouvre encore la 2e maison toujours pour la même chose. Et bref, pour vous épargner des détails, bref, on a ouvert une deuxième maison et qui tournait. Et bien plus tard, en 2012, il se trouve que mon mari est venu ici aux États-Unis parce entre-temps, on avait gagné la green card pour les États-Unis en 2010. Mais c'est jusqu'en 2012 parce que, en fait, on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce que, parce qu'on voyait déjà ce qu'on avait fait sur place. Et c'était pas facile pour nous de décider. Donc, après plusieurs réflexions, après la réflexion, moi, mon mari et bon, certains membres de la famille, on a jugé bon de ne pas quand même laisser l'occasion parce que de ne pas cracher dessus parce que bon, même plus tard, on devait tout chercher à peut-être envoyer nos enfants dans des écoles à l'extérieur. Donc, on a dit, OK, on saisit l'opportunité. Et puis, on s'est décidé que mon mari devait s'avancer et puis voir un peu comment ça se passe. Et plus tard, nous, on devait le suivre. C'est comme ça qu'en 2012, il commence à voyager. Mais bon, il voyageait, partait faire 3 mois, il revenait. Juste question d'entretenir la green card. Donc, entre-temps aussi, on réfléchissait, on voyait dans quelle mesure on pouvait laisser le shop à une personne gérance libre pour que, bon, pour ne pas abandonner totalement. Donc, entre-temps, on a essayé de trouver les personnes qui pouvaient faire ça, mais on n'a pas pu trouver une bonne personne parce que déjà, même étant sur place, avec tous ceux qui travaillaient avec nous, ce n'était pas évident. C'était pas évident de les gérer. Parce qu'il y avait toujours, vous connaissez les employés. À l'époque là, ils sont toujours en train d'essayer de voler. Tantôt, ils vont prendre les travaux dehors, venir imprimer, se cacher, aller livrer. Bref, c'était pas facile de contrôler. Donc, finalement, pour couper court, on a décidé
de vendre tout et de venir aux États-Unis. Donc, on décidait de venir nous-mêmes en 2016. En 2016, moi et mes enfants, puisque mon mari, bon, lui, déjà, il faisait les tours, il partait, revenait. Donc, de 2012 à 2016, on était toujours en train d'essayer de voir s'il y avait une option d'être ici et au pays en même temps. Donc, on a essayé, mais on a vu que ça ne donnait pas comme on voulait. Donc, finalement, on a décidé, nous aussi, moi et mes enfants, on est partis. On a tout vendu. Donc, et quand on arrive ici aux États-Unis, c'est là où le vrai challenge a commencé. Parce que le plus souvent, quand on voit les États-Unis de l'extérieur, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. On pense que c'est juste venir, rester, croiser les bras, attendre et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que... c'est pas ce qu'on voit, ce qu'on entend des États-Unis. Il faut y être, il faut vivre sur le territoire pour comprendre ce que c'est que les États-Unis. Je ne dis pas que le pays, c'est un pays d'opportunité. Pour dire ça, c'est un pays d'opportunité. Il faut travailler. Et parfois, quand on arrive, quand on vient d'arriver, on ne connaît pas comment ça va se passer. On ne connaît pas comment ça fonctionne. Et donc, parfois, on se fait des idées de quelque chose qu'on n'a aucune idée. Vraiment, on n'a aucune idée. Donc, c'est comme ça que j'arrive en 2016, fin 2016. J'arrive nous venons en septembre 2016. Et quand on quitte le Cameroun, c'était un 12 septembre comme ça. On arrive et aux États-Unis et le mois d'octobre, c'est-à-dire le mois prochain, vers le 20 comme ça, vers le 20, je perds mon petit frère. Et c'est un choc. C'est vraiment un choc pour moi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé carrément de retourner au pays. Parce que dans ma tête, je me reprochais, je me disais, si j'étais là, peut-être j'aurais dû faire quelque chose. C'est-à-dire, je parle avec lui le vendredi d'avant. Il était question qu'il aille au village, amener ma mère à l'hôpital et retourner. Donc, le jour qu'on m'annonçait sa mort, je suis en train d'attendre qu'il m'appelle pour me donner le compte rendu. Et ce soir-là, à 4 heures, ça devait être 4 heures du Cameroun. Et ici, il était même quelle heure? Je ne sais pas exactement quelle heure, mais mon téléphone sonne, la personne me dit seulement que Tani est mort. Je n'ai pas bien compris. Je pose encore la question. Je dis oui, et que mais je n'ai pas réalisé ça à l'instant là. Je n'ai pas réalisé. Et avec un peu de calme et tout, j'ai compris que c'était de lui vraiment, effectivement, qu'on parlait. Et ça m'a fait un choc terrible. Et en ce moment-là, j'ai dit que je dois retourner au pays. J'ai dit que je dois retourner au pays. C'était un choc, c'était dur. Vraiment, c'était vraiment dur. Parce que quand je quitte le Cameroun, je lui dis de venir d'abord habiter chez moi le temps que le temps que je sache quoi faire exactement de ma maison. Et il n'a même pas fait un mois dedans et il est parti. Il a eu un accident de moto et il est mort à l'hôpital par négligence. La personne qui l'a cogné l'amène à l'hôpital et l'abandonne là-bas sans soin de 4 heures, puisque apparemment il est rentré d'une veillée. Imaginez un peu de 4 heures jusqu'au petit matin, le temps qui s'est passé. Et avec la négligence et tout et tout. Il est parti. Et donc, à ce moment-là, je sais pas quoi faire. Je vais rentrer, je fais comment? Je savais pas quoi faire concrètement. J'ai réfléchi, je me suis posé 1001 questions. Mais finalement, je suis restée. Je ne suis pas retournée. Donc, pendant tout ce temps, le reste du temps, tout le temps, je dois penser à ça. Je me pose toujours les questions. Et que si j'étais là et qu'on m'appelait, peut-être qu'on devait changer d'hôpital, peut-être qu'on devait faire quelque chose et tout, et tout, et tout. Bon, le destin en a décidé ainsi. Donc, je suis restée là et c'était dur au départ parce que je ne savais pas quoi faire. Et les gens de mon entourage, tout le monde me disait, il faut aller à l'école, il faut apprendre quelque chose. Et je voyais d'où je venais. Je voyais que j'étais déjà chef d'entreprise. J'avais presque
plus de 10 employés. Et comment je vais encore venir dire que je pars à l'école et tout et tout. On me dit que non, c'est comme ça que tu dois aller à l'école. Et dans ma tête, vraiment, l'école, ça ne passait pas. Je ne me voyais pas encore aller recommencer à m'asseoir, aller travailler pour quelqu'un d'abord. Donc, dans ma tête, après réflexion, j'ai dit que non. Je ne peux pas. Je peux pas aller, je peux plus aller à l'école pour venir chercher le travail. Donc, j'ai passé les journées à la maison stressée. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais tout le temps. Je pleurais même parfois parce que je voyais le deuil de mon petit frère. Je n'ai même pas assisté et tout et tout et tout. C'était vraiment dur. Et un jour, il y a une connaissance de mon mari et qui appelle mes enfants et dit, vous faites quoi à la maison? Est-ce que vous ne pouvez pas venir au salon? Vous connaissez tresser. Bon, heureusement, c'est au pays. Bon, elle se battait à faire des petites tresses et tout et tout et tout. Bon, c'est comme ça que elle les amène au salon. Maman Nicole, c'est de toi que je parle. Donc, merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Donc, c'est toi qui les as montré le chemin du salon de coiffure. Et en tout cas, Dieu, sauf Dieu peut te récompenser. Donc, après ça, quand les filles ont commencé à partir au salon, moi, j'étais toujours à la maison. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fais à la maison? Pourquoi ne pas aussi essayer? Parce que, bon, je ne tressais pas au pays, sauf les petites nattes, les nattes là que je faisais aux enfants, mais dit que tresser, réellement, je ne connaissais pas tresser. Donc, je me décide alors d'aller au salon comme tout le monde. Parce que beaucoup, la majorité des gens, quand ils arrivent, surtout les femmes, quand elles arrivent ici, elles passent d'abord par le salon pour gagner, question de se faire un peu de sous en attendant d'avoir leur position. Donc, c'est comme ça que je commence à aller aussi au salon. Je ne connaissais pas tresser. Mais par contre, je n'allais pas dans le même salon que mes filles au départ. Je trouve par le biais de maman Nicole, j'ai rencontré cette maman-là. Maman Soda, si tu m'écoutes, vraiment, tu es une femme formidable. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ce n'est que Dieu qui peut te récompenser. Donc, cette maman Soda, on me l'a confiée et je ne connaissais pas tresser. Donc, c'est elle qui m'arrêtait chaque fois. Elle prend ma main, elle prend la mèche, je dis arrête la mèche ici, arrête, fais comme ça, croise la mèche comme ça. C'est comme ça, c'est elle qui m'a appris à tresser. Je partais dans son salon. Chaque jour, elle me montrait comment serrer les tresses. J'ai commencé d'abord à finir les bouts et tout et tout. Donc, en fait, c'était comme l'école. Chaque fois, j'ai fait ça pendant 2 semaines sans jamais toucher la tête, mais je partais toujours. Et à la peau, bon, parfois, il n'y avait pas le travail. J'étais dans une petite chambre là-bas. Et je passais tout le temps à téléphoner. Je parlais toujours avec les gens. Je disais que non, vraiment, je ne peux pas rester ici. Je vais rentrer et tout et tout. Et à chaque fois, quand j'ai fini de parler, elle vient, chaque fois quand j'ai fini de parler avec les gens, elle vient me voir dire que Gisèle, je t'ai écouté, j'ai écouté tes conversations, ne rentre pas. Elle me dit, ne rentre pas. Ce pays est comme ça. Tout le monde qui vient d'arriver, c'est d'abord dur comme ça. Tu te cherches, tu cherches ta voie, mais rassure-toi que tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas partir. Si tu pars, tu as perdu, mais autant mieux rester ici, tu te bats, tu vas trouver ta voie. Tout le monde qui vient ici, au début, c'est toujours dur, mais ils vont finir toujours par trouver leur voie. Donc, c'est comme ça qu'elle m'appelait chaque fois. Elle m'appelle, quand je cause au téléphone, elle m'écoute, après elle m'appelle, elle dit que Gisèle, ne bouge pas, reste ici, tes enfants sont ici. Tu vas laisser tes enfants à qui? Comment tu dis que il ne faut pas rentrer? Donc, vraiment, elle m'a beaucoup encouragée. Je ne la connaissais pas. Parce que parfois, il y a les choses que parfois Dieu sait qui sait. Parce qu'il met parfois des gens sur votre chemin. Les gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais les gens là qui viennent dans vos vies changer vos vies. Et c'est comme ça que la maman là, elle m'a aidé à tresser. Après, quand j'ai commencé à un peu tresser, elle a vu que, bon, là où, parce qu'elle avait plusieurs salons, là où j'ai parti avec elle, elle a vu qu'il n'y avait pas le travail là-bas. Et comme je maîtrisais quand même un peu, elle a vu que, bon, si je continue à rester là-bas, ça va, je vais pas, ça va pas avancer. Donc, c'est elle qui a trouvé une autre fille qui tressait dans l'un de ses salons.
Et la fille devait me prendre chaque fois le matin. On se retrouvait dans quelque part et la fille me prenait. On allait dans le salon là. Et c'est comme ça que je commence à tresser, je commence à me perfectionner, je commence à apprendre et tout, et tout, et tout. Et dans l'autre salon aussi, elle m'envoie encore dans un autre salon. Toujours dans l'un de ces salons. Donc, c'est comme ça que je fais mon parcours, j'apprends à tresser. Petit à petit, je commence à prendre goût. Et quelques mois plus tard, je me décide d'ouvrir mon propre salon. Donc, quand je me dis, je vais ouvrir mon propre salon, je ne savais pas comment faire, par où commencer. Mais je me suis dit, je dois ouvrir mon salon. C'est comme ça que j'ai décidé. Et j'en parle, j'ai parlé de ça en famille avec mon mari et tout et tout. Comment, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, on s'est décidé d'ouvrir effectivement le salon. Aujourd'hui, le salon, ça fait 3 ans. Nous sommes à la 3e année. Ça n'a pas été facile parce qu'à un moment donné, j'ai failli fermer les portes. J'ai failli fermer les portes parce que c'était dur énormément. Imaginez-vous un shop, tu dois payer le loyer, tu dois payer Internet, tu dois payer la lumière, tout ce que ça comporte et que tu n'as pas d'entrée. Et donc, je me retrouvais parfois à payer, je me retrouve à payer chaque mois 2500, minimum 2500, dépendamment de comment la lumière et l'Internet et tout. Donc, imaginez un peu ça chaque mois, le stress de ça. Tu n'as pas d'entrée, tu n'as rien du tout, mais tu dois payer le shop. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont ici aux États-Unis, vous savez que le credit score, c'est très important. Et à un moment donné, j'ai réfléchi, est-ce que je dois, parce que j'avais signé le contrat pour 5 ans. Et donc, je voyais, si je casse le lit, si j'annule le contrat, c'est pas à ma faveur. Vous vous rendez compte, ce n'est pas à ma faveur. Et pour que l'affaire là quitte de ton crédit, c'est compliqué. Donc, d'un côté, je voyais que si je ferme le shop, ça va pas me faciliter la tâche. Donc, j'étais obligée de supporter. Et comme ça, je devais payer tous les mois ce montant-là, sans entrée. Quand je dis sans entrée, ça veut dire que bon, il y avait parfois, mais ça n'était pas, ça n'atteignait pas même le quart, parfois, et que vous devez payer. Donc, je me suis battue, j'ai appris ce que j'ai tout testé. Parce que parfois, c'est vrai qu'avant d'ouvrir le shop, j'avais quand même quelques notions de marketing. Mais en fait, je n'avais jamais appliqué. Et c'est là où j'ai commencé à tester ceci, tester cela. Mais parfois, ce qu'on apprend en théorie, là, c'est pas ce qu'on découvre quand on est vraiment dans la pratique. Donc, ça m'a poussé à apprendre davantage, à apprendre du marketing. Je peux dire avec fierté que ça a payé. Ça a payé parce qu'aujourd'hui, je peux voir le résultat. Donc, je suis vraiment reconnaissante parce que parfois, il y a les choses qu'on fait, on n'a pas d'informations. Je n'avais aucune information. Je n'avais aucune information. Et vous savez que le pays ici, les États-Unis, c'est les informations. Quand tu n'as pas l'information, tu es à côté. Et c'était mon cas. Mais Dieu merci, avec ce salon, avec ces challenges-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et je me dis que parfois, il faut se mettre dans les conditions inconfortables là pour pouvoir chercher, pour pouvoir trouver les solutions, les vraies solutions. Donc aujourd'hui, je suis fière de moi-même, de ce que je fais et je continue d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner une de nos sœurs qui est en train d'ouvrir son salon et quand je vois comment je peux montrer le processus à quelqu'un, la procédure, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je peux simplement rendre grâce à Dieu et dire merci. Parce que je sais que désormais, je vais faire beaucoup de choses avec tout ce que je connais aujourd'hui. Donc, le business, c'est bien, mais il faut penser au côté marketing. Si tu ne connais pas le marketing, avec la venue des réseaux sociaux et tout, même bien que ton shop soit physique, tu dois avoir les connaissances en marketing. Bon, et si tu ne connais pas, il faut payer quelqu'un pour le faire pour toi. Parce que si tu vas aller à un autre niveau,
tu ne peux pas le faire sans marketing, tu ne peux pas faire sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, à côté du shop, j'ai le commerce en ligne. Bon, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de moi, je parle de mon expérience et dans d'autres vidéos, dans la suite, on parlera de tout ce que je fais, que ce soit marketing, que ce soit le business en ligne, bref, tout ce que je fais, que ce soit l'accompagnement. En fait, les gens qui sont sur le territoire ici, vous avez beaucoup d'opportunités parce que je me suis rendu compte que le système des États-Unis, ça encourage beaucoup. Ça encourage beaucoup les gens qui sont dans le business. Donc, si vous travaillez en tant qu'employé, là, c'est autre chose. Mais je parle ici en tant que business owner. Et désormais, j'accompagne les gens dans ce sens-là, c'est-à-dire de la création jusqu'au marketing. Donc, c'est de ça qu'on va parler très prochainement sur la chaîne. Je vais partager avec vous sur la chaîne, que ce soit de la création d'entreprises, du marketing et tout, que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs. Connectez-vous sur la chaîne, likez la chaîne parce que désormais, il y aura d'autres vidéos qui vont aller dans le même sens. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez parce que je sais que cette histoire, ça peut impacter une femme quelque part. Ça peut impacter une personne quelque part parce que parfois, vous êtes dans votre coin, vous croyez que le monde vous tombe dessus, vous croyez que vous êtes seul. Et pourtant, si vous comprenez les histoires des autres, vous allez vous sentir que vous-même, vous êtes mieux. Donc, parfois, vous êtes dans votre coin, vous ne connaissez même pas ce que les gens traversent. Donc, partagez cette histoire pour que ça puisse impacter une personne. Vous n'êtes pas seul et les challenges, c'est à tous les niveaux. Rien n'est jamais facile. Les challenges, c'est pour tout le monde. Et quel que soit ce que tu fais, ce n'est jamais comme tu as pensé. Parce que tout ce que tu pensais dans ta tête là, c'est dans ta tête. Mais quand tu agis, c'est là où tu vas voir la réalité. C'est là où tu vas comprendre le vrai fonctionnement des choses. Donc, tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne sauras jamais. Et c'est mieux de passer à l'action parce qu'en passant à l'action, tu es obligé d'apprendre. Tu n'as pas le choix que d'apprendre parce que sinon, tu vas abandonner. Et moi, je dis toujours que on n'abandonne pas. Parce qu'on ne sait jamais à quel point on est proche du but. On ne sait jamais à quel point on est proche de notre réussite. Quand j'ai ouvert le shop, avant même d'ouvrir le shop, j'ai vu beaucoup de gens, avant même le Covid, j'ai vu beaucoup de gens fermer les shops parce qu'il n'y avait pas de clients, parce que ça ne fonctionnait pas. Ils étaient là ils étaient là à faire du bouche à oreille. Alors qu'il y a mieux. Il y a d'autres choses à côté qu'il faut voir pour amener notre business à un autre niveau. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter cette vidéo. Merci de la partager. Merci de liker. Merci de commenter également. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Merci à toute la communauté. Je ne citerai pas les noms. Vous reconnaîtrez certainement. Donc, merci beaucoup et que de bonnes choses dans vos familles, que de bonnes choses dans vos vies et que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés et on se dit à très bientôt. Bisous.